comme ça. Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est la ville de Souria, qui est la ville d'Arcadia, pardon, qui est une des deux pôles de fondation, qui est notre projet de cité-État sur Mars, dans environ 70 ans après une première implantation beaucoup plus artisanale sur la planète. Alors, après 70 ans, on voit que les choses ont bien changé. Il reste peut-être en arrière-plan des vieux véhicules martiens, mais ce qui roule maintenant entre les villes est autrement plus grand. Alors, la cité de fondation est une cité-État. Le thème de la présentation exigeait une cité-État. Alors, et on est allé vers la cité-État, sauf qu'on ne s'entendait pas tant que ça sur les points d'implantation. Alors, on s'est dit, pourquoi pas une cité-État en deux morceaux, une nordique et une plus au sud, les deux étant un compromis typique de ce qu'on peut imaginer se passe dans le temps entre les différents pays et entre quand on veut coloniser un endroit. On avait prévu, dans ce cas-ci, s'installer à Arcadia parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Mais avec le temps, Souria, au sud, s'est développé avec la découverte d'eau dans des dépôts de plusieurs couches là, qui sont liées à l'historique de Mars et son oscillation à long terme qui aurait amené à l'équateur des quantités d'eau qui se seraient développées et se seraient déposées comme un gâteau millefeuille. Alors, entre Arcadia, qui est sur Arcadia Plane au nord, et Souria, qui est installé dans le cratère de Nicholson, qui est un cratère profond qui est directement sur l'équateur, il y a la voie méridienne, qui est le chemin, c'est 2200 km de pas grand-chose, sincèrement. Arcadia Planatia est extrêmement plate. Et dans tous les sens du terme, dans le sens québécois et dans le sens de pas fortement accidenté. Alors, ce qu'on va passer, on va passer rapidement en revue l'installation, disons, géographique et physique des deux cités. Et ensuite, on va passer aux items plus précis au niveau de l'économie d'une cité-État d'une telle dimension et d'une telle envergure et des différents éléments politiques qu'on avait envisionnés pour notre cité. Alors, encore une fois, on commence avec Arcadia, la cité nordique qui est installée au même endroit qu'ils sont présentement surveillés par SpaceX pour l'installation de l'arrivée de leur premier spaceship. Remarquez que depuis ce temps-là, il y a de la glace qui a été trouvée dans le fond de la vallée Manieris, fait que peut-être que ça va être évolué, mais lorsque le projet a été fait, pour nous, c'était clair que la première installation se ferait dans le nord, là où il y a une garantie d'eau et que, essentiellement, une civilisation sans eau ne fonctionnerait pas. À Arcadia, l'automatisation est partout, tout autant qu'à Souria, d'ailleurs, ou pour l'ensemble de fondations. On imagine difficilement une société martienne qui n'aurait pas un grand support au niveau de l'automatisation, des robots et des équipements de ce genre. Alors ici, on voit une image d'un robot-bar. L'autre élément typique d'un robot-bar sur Mars, c'est qu'on imagine qu'il va y avoir des plantes. Et très souvent, on voit Mars dans les représentations qui sont faites comme un endroit sombre et triste et sans vie, ou avec du moins beaucoup de béton. Alors, nous, on a voulu présenter ce qu'on pensait comme étant possible, c'est-à-dire une cité verte avec énormément de plantes et tout un système d'irrigation pour à la fois purifier l'atmosphère et d'autres éléments pratiques, mais beaucoup aussi pour une fonction psychologique.
Alors, on parle d'un robot-bar, mais on peut aussi parler aussi d'une installation pratiquement dans la forêt. Alors, on se dit qu'après 60 ans, après l'arrivée sur place et la présentation, la construction des cités, et éventuellement, on va retrouver un musée. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le musée d'Arcadia, le musée en honneur de ses fondateurs. Et dans le musée, il y a des atterrisseurs plus anciens, il y a des vaisseaux de première génération. Et vers le milieu, un peu sur la droite, on trouve le Roadster d'Elon Musk. Le Roadster d'Elon Musk, qui a été récupéré par les Martiens. Après tout, quand il l'a envoyé dans l'espace, il a dit que la personne qui pouvait aller le retrouver pourrait le conserver. Et c'est exactement ce que les Martiens ont fait éventuellement. Ils l'ont retrouvé et ils l'ont amené dans leur musée. La voie méridienne, 2200 km, on ne l'a pas pavé. On a présumé que ça serait un chemin, ce qu'on appelle un chemin de terre par chez nous, ou une voie non pavée, non semi-préparée, parce que le transport au niveau du sol sur 2200 km est vraiment très important et que, étant donné qu'on envisage essentiellement toute installation martienne comme étant très autonome, les échanges entre les deux pôles de la cité-État de fondation, le pôle nordique et le pôle du sud, ne seront probablement pas si grands que ça. Alors, la voie méridienne, malgré le fait qu'elle relie ensemble des cités de plusieurs centaines de milliers d'habitants, est une voie non pavée et sans une très, très grande quantité de trafic. De toute façon, il existe des alternatives au voyage au niveau du sol qu'on va voir un petit peu plus tard dans la présentation. Lorsqu'on prend la voie méridienne du nord vers le sud, en approchant de Surya, la ville du sud, on trouve des panneaux solaires, des fermes de panneaux solaires essentiellement. Ce qu'on voit à l'écran, c'est une adaptation d'un système d'irrigation qui est typique là, dans certaines régions du sud. Donc, des grosses roues, des gros systèmes qui tournent pour arroser. Dans ce cas-ci, c'est le même genre de système que les systèmes à pivot central, mais sa fonction est de nettoyer les panneaux solaires qui sont posés à même le sol. Alors, loin sur l'horizon, il y a des usines de production de carburant et de stockage d'énergie. Et l'énergie dans le sud, à l'approche de Surya, est essentiellement produite par des panneaux solaires construits, réalisés sur place, entièrement construits sur place. Et ça depuis plusieurs générations maintenant. Lorsqu'on arrive plus au sud, on arrive à Surya. C'est une ville qu'on voit comme étant beaucoup plus horizontale au niveau de l'agencement physique, beaucoup plus ouverte. On a voulu faire un peu différent du dôme martien classique, alors on s'est lancé dans le tube martien plus ou moins classique, où les zones publiques, enfin les espaces extérieurs, ont très peu de protection contre l'irradiation. Mais à l'intérieur de ces espaces, il y a des zones privées, il y a des secteurs qui sont cachés par des épaisseurs de régolithes beaucoup plus grandes qui atteignent les quelques mètres d'épaisseur et qui assurent des secteurs, par exemple les secteurs où l'on dort ou les secteurs où les gens passent leur plus grande partie de leur vie à travailler. Eux autres sont protégés. Mais ailleurs, on peut très bien passer dans un parc avec à peu près aucune protection contre les radiations, étant donné que les dommages de la radiation sont cumulatifs et non pas instantanés. Il y a probablement quelques journées dans l'année ou dans une décennie où le soleil va s'exciter beaucoup et il y aura des tempêtes solaires. Ces jours-là, on reste à la maison. Alors, on a appris
On a appris ces dernières années que les gens sont capables de rester à la maison lorsqu'ils sont obligés. Alors, la même chose va arriver pour d'autres raisons sur Mars dans le futur qu'on envisage. Une vue du centre-ville de Surya. Alors, un des principes politiques, sociaux qu'on présuppose voir arriver sur notre ville martienne, notre cité-État, c'est un principe où le support vie n'est pas un service et c'est considéré comme un droit. On va voir plus tard aussi que ce droit vient avec un certain nombre d'obligations, mais on ne rejoint pas, ça ne nous allumait pas la notion très américaine là, de si on manque, si on ne fait pas notre paiement, on va nous couper l'oxygène et on va nous couper l'eau. Il nous semble qu'il y a d'autres façons de vivre une vie, et même sur Mars, où tout doit être préparé et construit et tout est artificiel, au même moment, ce n'est pas une raison pour qu'on en soit privé si, pour une raison ou une autre, on ne peut pas payer pour. Alors, un exemple ici de ce qui pourrait être un parc sur Mars. On voit l'ampleur de la chose. Dans ce cas-ci, c'est des tubes qui ont un peu plus de 200 mètres, enfin 280 mètres de longueur, pour être exact, et en acier inoxydable avec des structures de renfort. Alors, on s'est amusé à faire nos petits calculs de structure et d'éléments de machine pour être sûr que tout ça tenait pour un tonnage qui n'était pas trop déraisonnable. Alors, encore une fois, c'est peut-être pas l'endroit où vous allez passer la tempête solaire du 12 juin, mais c'est un bel endroit pour se promener et c'est l'équivalent des grands parcs anglais et des grands parcs qui ont été développés pour les grandes villes. Alors, on pense vraiment que les cités-États, les éléments de cités-États vont avoir des grands espaces ouverts. On ne voit pas de raison pourquoi il faudrait absolument que chaque mètre cube soit exploité à son maximum. Alors, sur Surya, c'est certain que un autre principe important pour des gens qui sont sur Mars, ça va être essentiellement une obligation de marcher, une obligation de se promener à pied, de faire de l'exercice dû à la faible gravité. Évidemment, les expériences n'ont pas été faites. On ne sait pas à quel point la faible gravité martienne va affecter le développement des humains, à la fois le développement d'éventuels enfants sur Mars et à la fois la vie à long terme de quelqu'un qui y habiterait. On se doute que ça va être différent de la microgravité de la station spatiale, mais les données ne sont pas encore là. Alors, c'est clair qu'on est des optimistes. On a envisagé une cité d'1 million sur Mars. Alors, on a envisagé aussi que des solutions seraient trouvées si jamais il y a un problème au niveau du développement humain en gravité plus basse. Une chose, cependant, qu'on se doute, c'est que, bon, l'exercice, c'est déjà bien sur nous, sur Terre maintenant. Il n'y a pas de doute que l'exercice sur Mars va avoir encore plus de valeur. Et un autre item, c'est que quand j'ai travaillé la partie de Surya, c'est Rémi Navarro qui a travaillé la partie d'Arcadia, la partie nordique. Moi, je venais de visiter Édimbourg, en Angleterre, et j'ai été très impressionné par les parcs de cette ville de la fin du 17e siècle et tout le développement qui a été fait et le fait que les Anglais marchent partout, les gens dans les villes marchent partout. Moi, je suis un Québécois de banlieue américaine et bien sûr, pour moi, la méthode de transport numéro 1, c'est la voiture. Alors, ça m'a plu de développer un monde où la voiture aurait beaucoup moins d'importance.
évidemment, bon, ben, il n'y a pas juste le travail, il n'y a pas juste la marche. On peut s'attendre à ce qu'une cité-État qui est quand même une frontière, parce qu'après peut-être les 50, ce qu'on représente est peut-être 70, 80 ans après l'installation martienne, on pourrait s'attendre à ce que Mars, évidemment, ne soit pas entièrement développé et qu'il y ait encore beaucoup d'esprit de frontières. De toute façon, les projections de population qu'on a faites nous ont montré que même après ce qui est essentiellement 3 ou 4 générations, la plus grande partie des habitants vont toujours être des immigrants. L'augmentation naturelle de la population en 4 générations n'est pas encore très importante comparée au nombre de gens qui rentrent sur Mars. Si on veut avoir 1 million d'habitants dans la période qu'on présuppose. Alors évidemment, sur Mars, il n'y a pas juste des hommes et des femmes et des petits-enfants. L'humanité va devoir apporter toute la vie avec elle, avec autant les fleurs que les tournesols, que les 10 000 bactéries et vers de terre qui sont dans le sol. Un écosystème complet, des écosystèmes complets vont être requis pour que la vie sur Mars puisse être durable. Et c'est peut-être bien possible de survivre une génération ou deux en mangeant de l'hydroponique et en simplifiant les écosystèmes au maximum. Mais on peut s'attendre aussi qu'avec le temps, la diversité doit augmenter pour pouvoir amener une certaine stabilité. Alors, ici, l'agriculture s'est développée jusqu'au point que les sols martiens sont adaptés et on n'utilise pas uniquement des cultures hydroponiques ou des cultures en réacteurs biologiques, bien qu'on les utilise, mais on a commencé ou recommencé d'une certaine façon à utiliser une agriculture qu'on pourrait qualifier de plus naturelle. Alors, Assyria, un élément qui s'est développé, qu'on a jugé intéressant, c'est des tentes où on va voir le détail un petit peu plus loin, des éléments où la pression est maintenue à basse pression, le minimum de pression qui peut être créé. C'est des énormes tentes qui sont ancrées au niveau du sol et ça permet, entre autres, ce qu'on voit dans cette image, un lac qui serait juste sous la pression, la pression serait juste, puis la température serait juste suffisante pour qu'on puisse obtenir des grandes quantités d'eau liquide. Et Assyria, cette eau liquide est utilisée comme système d'accumulation d'énergie. Et évidemment, la Terre, une des logiques de Mars, puisqu'on pense être un moteur au niveau philosophique et au niveau émotionnel là, des colons martiens, c'est la logique d'avoir une deuxième planète, une planète d'appoint. Et évidemment, pas une planète de remplacement. Même à 1 million d'habitants, Mars va être un 8 millième de ce qu'est la Terre, donc une infime fraction de l'humanité. Mais comme système d'appoint, de sauvegarde, on juge que c'est intéressant et que c'est valable. L'industrie martienne. Avec le temps, les Martiens vont sûrement devenir fatigués de tout recevoir les éléments sophistiqués de la Terre et vont vouloir développer eux-mêmes une industrie. Et celle qu'on a voulu mettre en valeur, c'est l'industrie de lanceurs. Donc, l'Albatros, qui a été développé par un des membres de l'équipe, un lanceur purement martien avec une propulsion à l'oxygène et au méthane et une charge utile d'une 20aine de tonnes. Évidemment, comme étant un lanceur martien, ça peut être un lanceur simple étage sans aucune difficulté. Et c'est ce qu'on envisage dans l'image ici. Donc, on passe tranquillement on a passé du nord, on a descendu au sud, on a pris la voie méridienne. Là, on monte dans l'espace et on va rejoindre Terminal 1, donc un petit peu dans l'anglicisme ici, autour de Phobos, c'est-à-dire une station qui tournerait, une station d'accueil où les
les colons qui s'en vont vers Mars et qui n'utiliseraient pas une méthode comme celle d'un Starship à entrée atmosphère directe, mais plutôt des navettes, très possiblement des navettes interplanétaires nucléaires et des appareils comme l'Albatros pour descendre jusqu'à la surface. Donc, peut-être le slogan qu'on va entendre donné par les Martiens et les éventuels politiciens martiens, fondation, l'identité martienne, c'est n'attendez pas que la solution vienne de la Terre, faites-le vous-même ici. Et on peut vraiment imaginer qu'il y a un énorme avantage économique à produire des éléments directement sur Mars. En fait, c'est une des choses qu'on va regarder dans les quelques diapositives qui vont suivre, c'est que Mars a des avantages très intéressants au niveau des disponibilités, en particulier des volatiles. Alors donc, les différents chiffres qui sous-tendent les principes politiques, le mix énergétique, le niveau agricole, la productivité, les activités économiques et finalement les opérations spatiales. Alors, si je m'étends trop, je suis sûr qu'on va m'arrêter et on passera au bon moment aux questions. Alors là, on a notre survol, on va creuser un petit peu. Donc, des principes politiques, une politique locale, une démocratie directe, une subsidiarité, une autonomie au niveau du district. On envisage le district comme étant une portion, une zone d'habitation d'environ 10 000 habitants. Alors, chaque district est autonome, a ses propres liens vers des productions agricoles, produit dans les sous-sols des tubes assez de nourriture pour survivre en cas de difficulté et a tout son système de traitement d'air et de traitement biologique pour survivre à une catastrophe éventuelle. Donc, le droit du support-vie, le support-vie gratuit, inaliénable, donc la pression d'eau, l'air, protection contre les radiations, des vêtements de base. En fait, étant donné que c'est essentiellement impossible d'être pauvre sur Mars, l'écosystème, il n'y en a pas, l'environnement est incroyablement hostile et n'importe qui a entretenu un équipement technologique complexe va savoir que ton costume spatial, après un mois à la surface de Mars, ne fonctionnera plus et c'est essentiellement la mort. Alors, quand on n'a pas de possibilité de vivre à l'extérieur du système, on envisage que le système devient une obligation de fourniture, en fait. Donc, ça fait partie intrinsèque de ce qu'est la vie sur Mars. On s'est intéressé aussi à l'équilibre au niveau des ententes planétaires, de l'usage des armes significatives. C'est certain qu'on a exploré une seule cité-État. On s'attendrait à ce qu'il y en ait plus qu'une. Après tout, il y a des milliards de personnes sur la planète Terre et tout le monde déjà n'a pas les mêmes plans, les mêmes idées. Alors, il y aurait probablement d'autres cités-États. Et entre les cités-États, on envisage un équilibre militaire ou un équilibre du genre qu'on nommait l'équilibre de la prudence. C'est-à-dire que, étant donné que la plus petite intervention peut mener à une catastrophe, un tank à l'intérieur d'une cité comme Surya ou Arcadia, ça ne détruit pas juste une maison. Quelques tirs et un écosystème entier est détruit. On réduit au maximum l'usage des armes. On s'attend aussi à ce qu'il y ait un système de travail. Là vient le principe du balancier par rapport au droit au support-vie. C'est des obligations de travailler, du travail public non rémunéré, une façon de repayer à l'environnement, à notre environnement technologique qui nous supporte. Donc, la maintenance des écosystèmes, ce n'est pas quelque chose qui est sous-traité, par exemple, à une compagnie spécialisée qui ne ferait que ça.
mais c'est l'œuvre de tous et c'est l'obligation de tous. Niveau énergétique, alors évidemment, le solaire étant très variable, le vent martien étant lui aussi plus ou moins fiable et un petit peu douteux, on s'attend à avoir une certaine portion de nucléaire de base. On est loin des controverses de ce que sera la première station, les premières constructions, nucléaire, pas nucléaire. 1 milliard de pages web ont été écrites sur le sujet. Alors, après 70 ans, on s'attend à ce qu'il y ait un peu de tout. On a présentement préparé, on a pensé principalement du nucléaire à Arcadia, dans le nord, et principalement du solaire à Surya, dans le sud, des éléments de batterie, aussi du stockage thermal au niveau du méthane. Alors, étant donné que le solaire est très variable, donc, il serait utilisé pour faire de l'électrolyse de l'eau et du CO2 atmosphérique pour créer du méthane et de l'oxygène et l'entreposer pour pouvoir pallier aux périodes où, non pas à court terme, donc ce ne serait pas aux journées. À la journée, on s'attend plus à la batterie ou à des systèmes là, de stockage instantané. Mais sur le long terme, ou pour couvrir une période d'une longue tempête martienne, d'une longue tempête de sable martienne, on aurait du stockage thermique qui pourrait être utilisé. Alors, ce stockage thermique, encore une fois, vient du fait qu'on surconstruit abondamment au niveau du solaire, entre autres parce que le solaire est construit par des éléments entièrement automatisés qui ont ramené le coût de construction des panneaux solaires à une valeur qui est encore plus basse que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui sur Terre. Solaire variable, nucléaire de base. On a envisagé que l'uranium venait de la Terre, ce qui va amener des tensions à l'intérieur de la cité, parce que ça va au contraire du principe d'indépendance. Alors, si on a besoin de l'uranium terrien, on est mal pris s'il y a un problème au niveau du transport ou un problème politique entre la Terre et Mars. Évidemment, on ne sait pas. C'est très possible que la géologie martienne nous offre des surprises et donne des secteurs où l'uranium est suffisamment contraint. Il y en a suffisamment pour que ça puisse être exploité. La même chose au niveau du thorium. Mais l'hypothèse qu'on a posée, c'est que ça ne l'était pas dans le cas de Mars qui est envisagé dans cette histoire. Donc, il y a une réserve stratégique, cependant, qui est stockée. Et le solaire, lui, s'étend. Des usines automatisées construisent du solaire essentiellement sans arrêt et ramènent, encore une fois, comme je disais, à un niveau économique qui est vraiment très, très bas. Au niveau agriculturel, on parle de 300 watts par mètre carré d'illumination moyenne. Et ça ne peut pas être obtenu directement à partir du soleil tel qu'il est à Mars, parce qu'en partant à 600 watts divisé par 2 puis divisé par 2, on est à 150 watts en moyenne. Donc, ça prend nécessairement une illumination artificielle ou des méthodes de concentration, mais on s'est plutôt orienté vers l'illumination artificielle. Donc, énormément d'agriculture en salle de croissance, des serres de façon beaucoup moins importante à Arcadia. On voit dans le petit tableau que pour Arcadia, les serres, c'est pratiquement inexistant, c'est des essais, tandis qu'à Surya, dans le sud, avec le plus grande importance solaire, c'est devenu un élément principal. Et on voit encore aussi en bas à droite les miroirs orbitaux. L'idée ici étant d'utiliser des miroirs orbitaux en orbite basse pour augmenter l'insolation moyenne du secteur de la cité de Surya. Alors, il y a plusieurs centaines de miroirs orbitaux en orbite basse qui se relaient les uns après les autres pour augmenter l'illumination moyenne. Et ça a été vu comme une façon très peu dispendieuse
entre autres avec l'Albatros tel que développé, pour pouvoir ajouter de la luminosité et augmenter la production agricole. Les salles de croissance, c'est des salles intérieures. On en voit une petite image en haut à droite. Les serres, c'est tel que tel. Et les bioréacteurs, c'est des éléments qui sont en développement tranquillement aujourd'hui, mais qui peuvent mener, qui vont éventuellement mener idéalement à la viande artificielle, mais on a déjà des bioréacteurs qui nous produisent de la bière, par exemple, pour notre plus grand bonheur. Ici, on essaie d'illustrer un peu mieux le concept des tentes dont on a parlé tout à l'heure. Là, on ne voit pas les côtés, mais à l'intérieur des tentes, qui sont des grands assemblages structurels ancrés au sol avec des pressions relativement basses, on envisageait qu'il deviendrait possible, surtout avec le concept de miroirs orbitaux qui augmentent l'insolation, de développer une véritable agriculture de surface autour de la planète Mars. Là, j'en suis à 45 minutes. Est-ce que je continue ou est-ce qu'on ouvre vers des questions? Non, je crois qu'on peut continuer encore un petit peu quelques minutes. Tu as combien de temps encore pour finir ta présentation? Oh, ben, j'ai deux, trois arrêts planifiés. D'accord. On peut aller un peu plus sur les chiffres de production. C'est très intéressant. Ensuite, on passera aux questions quand on arrivera. Je vais essayer de rejoindre les présentations de l'équipe et on s'arrêtera peut-être à ce moment-là. Donc, on parle d'1 million de personnes. Donc, c'est littéralement 1000 tonnes par année, 1 tonne par année par personne de nourriture et 360 pétajoules par année. La nourriture ne vient pas de seule, la nourriture vient avec de la biomasse. Alors, un peu plus que la moitié de toute nourriture produite. Et c'est de la biomasse. Chaque grain de blé a des tiges qu'on ne peut rien faire avec. Chaque arbre fruitier a des troncs qui ne peuvent pas être utilisés. Et chaque production de biomasse au niveau d'un réacteur biologique, par exemple, va produire aussi on appelle ça aujourd'hui des déchets, mais là, pour les Martiens, il n'y a pas de déchets. Là. Pour les Martiens, tout est bon parce qu'à l'extérieur de la vie qu'ils créent eux-mêmes et qu'ils construisent à l'intérieur des habitations, ben, il n'y a rien. Il n'y a pas 1 trilliard de tonnes de biomasse comme on trouve actuellement sur la Terre. Donc, on produit du propergol, moins qu'au début. En fait, la quantité de propergol de méthane et d'oxygène est réduite par rapport au début de la colonisation en proportion, parce que plus le temps passe, plus d'éléments sont produits sur place et moins les transports interplanétaires sont requis. La plus grosse production, c'est l'eau. On a établi une perte quand même significative de 10 à 15 de perte d'eau, ce qui nous amène à faire une énorme production d'eau. Heureusement, la production d'eau ne semble pas poser de problème sur Mars. De toutes les informations qu'on a eues, encore une fois, on est des optimistes. Il y a des quantités formidables d'eau sur Mars, l'équivalent de plusieurs mètres d'épaisseur d'eau. Alors, après un traitement approprié, elle peut être utilisée pour supporter la vie et toutes les productions industrielles et agricoles. Beaucoup d'acier pour fabriquer les habitats, beaucoup de béton pour faire l'intérieur des habitats. En fait, les enveloppes, c'est un peu comme les enveloppes d'un bâtiment. Alors, le squelette en béton et le mur rideau métallique et en verre à l'extérieur. Les squelettes en béton des bâtiments sur Mars sont non seulement des fonctions de support, en fait, la fonction de support est réduite par rapport à la Terre que la gravité est moindre, mais ont beaucoup une fonction de résistance à la radiation et absorption de la radiation pour la protection des individus. Alors, la production de béton, comme sur la Terre d'ailleurs, et des substituts qui pourraient être faits à partir du rigolite martien, est la principale production industrielle sur Mars. Il y a de l'énergie au niveau des services,
beaucoup d'énergie au niveau de la production de panneaux solaires. Continuellement, de nouveaux panneaux solaires sont produits. C'est une des grandes demandes au niveau énergétique. Et aussi des lumières. Les panneaux solaires alimentent en grande partie des lumières pour faire fonctionner l'agriculture. Et c'est une grande consommation énergétique. Et pour le Nord, la fabrication de réacteurs nucléaires, qui sont des éléments extrêmement sophistiqués qui demandent beaucoup d'énergie pour leur construction. Le tableau montre la production, un exemple de production à partir du régolithe et de l'atmosphère. Alors, il y a beaucoup de ça, beaucoup d'éléments sont similaires à tout ce qui a été recherché jusqu'à aujourd'hui par l'association Planète Mars. Alors, vous devriez retrouver là-dedans des procédés que vous connaissez et que vous aimez. Et donc, la production d'aluminium, la production de verre, la production d'acier sont parmi les grands éléments de production. Et ça donne bien, tout ça est facilement disponible sur Mars. Mars aussi est très intéressant parce qu'il fournit au niveau de l'atmosphère, c'est-à-dire du CO2, de l'argon, de l'azote. Tout particulièrement, l'azote est très rare, à part sur Terre, dans le système solaire intérieur. Il faut aller au moins jusqu'aux astéroïdes extérieurs, les troisièmes niveaux d'astéroïdes, pour trouver de l'azote gelé non sublimé. Alors, Mars, même si c'est juste 1% de l'atmosphère martienne, c'est des quantités colossales d'azote et c'est essentiel pour la vie et pour plusieurs procédés industriels qu'on a besoin pour maintenir une société de l'envergure de celle qu'on envisage. Au niveau de l'activité économique, un PNB de 150 milliards, donc 150 000 par habitant. C'est peut-être 7 ou 8 fois, je crois, le PNB actuel des États-Unis. Il y a certains pays qui ont presque un PNB similaire à ça. Alors, on ne jugeait pas ça comme étant impossible, surtout avec une très, très grande quantité d'automatisation et des coûts énergétiques qui pourraient être extrêmement bas. Alors, un commerce interplanétaire quand même significatif et une dépense d'énergie par capita de 1600 gigajoules par personne par année, qui encore une fois, c'est de l'ordre de 6 à 10 fois ce qui est consommé dans un pays particulièrement gaspillard comme le Canada. Au niveau des éléments d'exportation et d'investissement qu'on voyait sur Mars, du tourisme, ça reste un gros investissement, prendre 2 ans de sa vie et plus pour aller visiter Mars, mais on envisage ça comme une possibilité. Une économie du savoir, bien sûr. Les gens sur Mars vont être éduqués parce que s'ils ne sont pas éduqués, ils risquent bien gros d'être morts. Alors, l'éducation et tout un système de suivi et d'université va être existant sur Mars. Et les revenus venant du savoir vont être importants. Des services spatiaux pour le développement vers la Lune et vers les astéroïdes. Il y a des éléments, surtout si on trouve des éléments volatiles dans les lunes de Mars. Ce qui n'est pas sûr, ce qui n'est pas certainement non, ce qui n'est pas certainement oui. C'est peut-être un peu plus non que oui de nos jours. Mais si on est chanceux puis il y en a des quantités significatives, ce serait plus facile de transférer des volatiles des lunes de Mars vers notre Lune que de la surface de la Terre vers la Lune. Donc, c'est un marché potentiel. On voit un grand marché au niveau de l'immobilier et possiblement au niveau des métaux rares qui pourraient extraire des astéroïdes métalliques qui pourraient être trouvés dans des orbites qui ne sont pas trop énergivores. Le tourisme, bien sûr. Donc, si on y revient, le tourisme, il y a la géographie, il y a les possibilités d'aller vers les lunes, il y a même la possibilité d'aller vers les astéroïdes. Dans notre présentation, on avait inclus les carnets de Lucie. Lucie étant une journaliste terrienne qui
s'en va sur Mars et qui fait justement toutes les investigations qu'on vient de vous présenter. C'était l'enrobage qu'on avait créé pour donner un certain intérêt, une certaine humanité à la présentation qui, évidemment, bon, des chiffres puis des renderings d'habitat, c'est joli, mais à la longue, ça peut devenir sec. Ça fait que Lucie livrait ses réflexions et ses idées à mesure qu'elle visitait la planète Mars. Les sports, un tiers de G, toutes sortes de nouvelles choses à découvrir. Une culture en évolution du langage, bien sûr, des évolutions du langage. Alors, l'albatros, c'est aussi appelé l'albator, pour ceux-là d'un certain âge auquel ça évoque quelque chose. Des matdams, c'est-à-dire des patates. Ça aussi, ça peut peut-être évoquer quelque chose pour des gens qui ont lu The Martian. Et les casques rouges, c'est le nom qu'on avait imaginé pour des pompiers, les équipes d'intervention au niveau des cités-États. Puis bien sûr, bien, vous avez vu beaucoup de verre dans les images. On est conscient que le verre, c'est fragile, puis en réalité, c'est peut-être pas le meilleur matériel à utiliser pour construire sur Mars. Alors, on a proposé des améliorations. Le Ares Shield, qui serait un verre de 300 MPa de résistance et flexible. Et il faut avouer que depuis qu'on a fait le rapport, ben, les Samsung et autres sont sortis avec des verres flexibles. Alors, on se sent un petit peu justifié là, dans cette extrapolation que le verre n'a pas fini d'être développé comme matériel et que dans le futur, on pourrait avoir des verres ou des assemblages de verres qui ne seraient plus fragiles, mais qui auraient même une certaine utilité. L'Albatros, les opérations de l'Albatros, les Spaceliners qui font le voyage entre Mars et la Terre, qui seraient des vaisseaux soit nucléaires, soit chimiques, mais qui seraient purement spatiaux, avec l'Albatros faisant les opérations atmosphériques. Et notre espoir est qu'il puisse se faire une production de propergol sur Phobos avec donc un minimum de delta V pour exportation d'éléments vers le reste du système solaire. L'intérêt de l'Albatros, bien sûr, c'est que c'est un système entièrement à 100% réutilisable en opération locale. C'est un simple stage. Donc, il n'y a pas toutes les complexités du double stage. Un minimum pour l'entretien et une facilité d'atteindre l'orbite. Et un ratio de masse qui est extraordinaire par rapport à ce que c'est sur la Terre de 3 courants. Et un bon véhicule pour aller vers la ceinture d'astéroïdes. Voilà, c'est le gros de la chose. Alors, je présente maintenant l'équipe. Laurent Gauthier, qui est ingénieur en énergie et qui a été notre politique et notre humaniste principal et qui a rédigé la plus grande partie des textes. Florent Benarek, qui était notre webmestre quand on avait un site. Carl Vambert, qui nous a aidés au niveau de l'immobilier et de la valeur des terrains. Olivier Gourdon, qui a conçu Lucie, notre personnage, et qui a donné un peu d'humanité à l'ensemble. Moi, qui a conçu la ville de Syria. Rémi Navarro, qui était notre chef de projet, je dirais fondateur de l'équipe, pionnier de l'idée, et qui a aussi conçu Arcadia, la ville nordique. Jean-Marc Salotti, le voilà justement, qui a conçu l'Albatros et qui nous a ramenés souvent sur Terre lorsqu'on était un peu trop dans les nuages au niveau de Mars. Et bien sûr, Lucie, notre coéquipière, parce que là, c'était tous des gars. Quand même, dans le futur, on va imaginer et espérer une certaine parité. Alors, les logiciels, juste pour que la technologie de la chose intéresse, beaucoup a été fait avec Twinmotion, puis Sketch, 3D Max, Revit et autres logiciels de visualisation. Alors, on terminait notre présentation avec abonnez-vous à Planetscope. Le Planetscope était le magazine qui avait publié les articles de Lucie.
malheureusement, il va juste être disponible dans environ 60. Alors, je pense qu'on peut ouvrir à la question. Donc, nos remerciements à la Mars Société pour avoir organisé tout ça et pour donner l'occasion de rêver, de penser à un avenir qui était, on l'espère, joli, puis optimiste et de bonne humeur en général. Merci beaucoup, Michel, pour cet exposé extrêmement complet. Et c'est vraiment un volet système complet qui est présenté ici et avec sa cohérence interne. C'est très intéressant. On reste un peu sur notre fin sur Arcadia, parce qu'on a vu beaucoup de choses sur Surya, mais peu sur Arcadia. Ça fait rien. Donc, on va ouvrir les questions. Alors, peut-être, j'ai vu que Claude Nicolier avait une question. Je vais peut-être le laisser s'exprimer directement pour poser sa question sur le support vie gratuit, inaliénable. Est-ce réaliste? Oui, bonsoir à tous et merci Michel pour une belle présentation. Ma question était la suivante. Sur un slide, on a vu le support vie gratuite et inaliénable. Oui. Alors, c'est une super idée, mais on y arrive de loin pas sur Terre. Et comment imaginer que ce soit réalisable sur Mars? Quelle sera la source magique des moyens financiers et logistiques pour y arriver? On pense que l'énergie disponible sur Mars, on pense que le coût de l'énergie va continuer à baisser. Et ça va avoir un impact sur Terre. On s'attend à ce que sur Terre, on voit déjà des panneaux solaires, des projets solaires qui sont réalisés à 1,40 $1,40 américain du 1,4 sous du kilowattheure, ce qui est une fraction de la plupart des autres moyennes de production. Et on ne voit pas ça s'arrêter. Alors, il va y avoir beaucoup d'énergie disponible. L'autre élément, bien sûr, c'est que la plupart des gens sont des immigrants et que pour pouvoir immigrer sur Mars, il va falloir disposer de moyens. Et deux, les vaisseaux qui permettent l'immigration sont déjà des exemples de support vie significatifs. C'est-à-dire, si on envisage la possibilité de faire immigrer 1 million de personnes, ou peut-être 850 000 ou 900 000, puis la balance, ce serait un début de croissance naturelle. On envisage aussi que donc les éléments qui permettent le support sont quand même disponibles, puisqu'ils ont été construits une première fois pour occuper les vaisseaux. C'est sûr aussi qu'on s'est inspiré de la promesse d'Elon Musk de vous payer pour le voyage, puis le retour est gratuit si vous n'aimez pas ça. Alors, l'immigration réelle vers Mars, telle qu'on l'avait projetée dans nos modèles, était d'environ 1 200 000, avec 200 000 personnes qui sont rentrées sur Terre. Alors, d'une certaine façon, on pourrait dire que ces 200 000 personnes-là n'ont pas bénéficié de ce support inaliénable et inaltérable en rentrant à la maison, en fait, en n'acceptant pas les contraintes qui viennent avec, dont notamment un service public quand même assez exigeant. Là. On parle je pense qu'on parlait de 50 % du temps des personnes, donc 50 % du temps est investi dans l'environnement immédiat. Alors, c'est vraiment une gigantesque masse de travail qu'on pense qu'en plus, ces 50 % est multiplié par toute l'automatisation et toute la production qui vient avec. En fait, c'est une société d'immigrants riches. Ce n'est pas un endroit normal, Mars. Même après 70, on est très loin de... Enfin, les problèmes s'en viennent. Tout à l'heure, la première génération de pionniers ou la deuxième génération de pionniers va être remplacée par leurs enfants qui ne sont pas des pionniers. Puis les génies qui ont fondé les premières entreprises vont être remplacés par leurs enfants qui ne seront pas des génies, qui vont être des gens normaux, qui vont être des gens avec des difficultés. Et c'est typique
peut-être personnellement, moi, j'ai eu une expérience sur les kibboutz en Israël, c'est-à-dire les plans les villages de développement qui ont été créés dans les années, à partir des années 20 à peu près, pour coloniser Israël. Et 3 ou 4 générations plus tard, les gens étaient démotivés. Il y avait 50 ou 60 de départ. Alors, c'est certain que je dirais que même 1 million, on voit ça comme un gros chiffre, mais 1 million, c'est encore une société de pionniers et de développement. Donc, la vraie difficulté, puis la remise en question de cette gratuité-là va peut-être venir dans les décennies à venir. D'accord, merci. Je crois que j'ai répondu, j'ai essayé. Oui, non, mais c'était, en fait, Jean-Marc avait déjà répondu dans le chat avec cette indication que le service civique obligatoire serait clé, en fait, pour y arriver. Exactement. Merci. Plaisir. Christian Prin, peut-être, tu as un certain nombre de questions, je crois, sur plusieurs sujets. Vous m'entendez là? Oui, parfaitement. Bon, alors oui, j'ai ma première question. J'étais un peu surpris d'apprendre que on imaginait donc la propulsion des vaisseaux, j'imagine, par la fusion. Alors, je voulais simplement vous rappeler que la fusion, vue d'aujourd'hui à l'échelle humaine, c'est pas avant 2040-2050 et c'est uniquement que la faisabilité, la démonstration de la faisabilité, je dirais, d'une fusion partielle et sans atteindre pour autant une maîtrise totale de ce processus du point de vue industriel. Donc, il faudra attendre certainement les années 2060, voire 2080, pour espérer disposer d'un réacteur de fusion, y compris pour la propulsion. Voilà. À moins que vous ayez d'autres informations que je n'ai pas, mais... Non, pas du tout. En fait, je me suis mal exprimé si j'ai dit fusion. Il y a 0 fusion dans notre système. On est tout à fait avec vous. On n'imagine pas la fusion avant un certain temps. D'accord. Et c'est purement par fission nucléaire. Et c'est d'ailleurs un des problèmes de la ville d'Arcadia. C'est qu'il est dépendant de l'uranium terrien. Bon, OK. Donc, encore loin d'être... Il fallait bien comprendre fission et non pas fusion. OK. Donc, j'ai bien corrigé. OK. OK, donc la deuxième question, oui, je suis un peu surpris pour des raisons, je dirais, d'ingénierie, qu'on imagine des stations, enfin, ou des bases martiennes de volume considérable, parce que bon, mon expérience que j'ai pu acquérir dans le cadre des stations nucléaires m'a montré que quand on surdimensionne, on a toujours quand même des difficultés, parce qu'on diminue un peu les marges et que plus on a du volume, plus ça pose des problèmes, alors, à la fois sur l'aspect tant sur l'aspect mécanique comme sur l'aspect des structures en génie civil. Le dimensionnement, il est quand même fondamental si on veut obtenir une fiabilité élevée. Donc, il faudrait plutôt partir, enfin, j'en déduis, qu'il faut sur Mars, qu'il faudrait plutôt partir sur des structures à volume, je dirais, limité ou pour prendre moins de risques et surtout sur Mars, il faudra effectivement faire de la redondance et de la diversité et pour pallier à des défaillances qui arriveront forcément. Voilà, donc je suis un peu surpris de constater que dans ces structures-là, elles sont immenses et je ne sais pas comment on va pouvoir maîtriser ça tant sur la conception, la réalisation que la maintenance. Voilà. Okay. Ben, pour expliquer, alors c'est des vaisseaux sous pression, évidemment. C'est des structures en tension, principalement. Et oui, elles ont une certaine fragilité. Leur fonction principale, c'est d'accumuler du volume. On parle des enveloppes. En fait, ce qui est grand, c'est l'enveloppe. La partie habitée est de moindre amplitude. Et évidemment, on n'a pas pu le démontrer, mais il y a les tubes horizontaux qu'on voit sont la 3e génération de construction. Alors, la première génération a 9 mètres de diamètre. Maintenant, ça ne va pas
peut-être allumer des lumières chez ceux qui savent que le Starship a 9 mètres de diamètre, exactement. Donc, d'abord, tout a été construit sur une base de 9 mètres de diamètre. Ensuite, une deuxième génération est venue sur une base de 18 mètres de diamètre. C'est typique de l'évolution des procédés industriels, tout particulièrement dans l'industrie américaine auquel moi je me réfère. C'est on fait un broyeur. Ah, il fonctionne pas, ben, on va faire un broyeur 2 fois plus gros. Ah ben, il fonctionne encore. On va faire un broyeur 4 fois plus gros. Puis c'est comme ça qu'on est rendu à faire des broyeurs de 10 000 kW de puissance après 50 ans, quand les premiers broyeurs en avaient 200. Alors, donc, il y a une progression qui va d'une structure typique de 9 mètres standardisée à une structure typique de 18 mètres standardisée à une structure typique standardisée de... Bon, si on était absolument... Si on suivait la série rigoureusement, ça serait 36, mais à 40, ça faisait mieux. Alors, les structures ont 40 mètres de diamètre. Mais c'est une troisième génération. Ils n'ont pas commencé avec ça. Ça aurait été... Alors, je ne vais pas rentrer dans le dimensionnement de ces structures, mais je suppose qu'il y a quand même une différence de pression entre la partie intérieure et la partie extérieure, puisqu'on a quasiment pas de pression. Voilà. Et donc, plus vous allez augmenter les volumes, plus vous allez avoir des efforts énormes sur les structures. Donc, c'est pour ça, je me dis, bon, en termes pour fiabiliser la... Oui, c'est intéressant. Voilà. On a constaté, puis c'est une loi physique assez simple, que pour un volume donné, lorsqu'on fait les calculs, les hoops, je connais le terme anglais, stress, quand on fait les calculs de contraintes dans une d'accord, oui, bien sûr. La masse de matériel requis est proportionnelle au volume. Si j'ai un gros volume, donc un grand diamètre mais court, ou un long volume étroit, la masse va être la même. Alors, le fait que mon diamètre est grand, la quantité de matériel requise pour le même volume est J'ai compris. Donc, on voyait ça comme... ça nous a un peu libérés de cette contrainte-là, parce qu'au début, nous, on a commencé avec des petits tunnels souterrains de 9 mètres de diamètre, puis tout le monde était dans des petits tunnels. Mais quelqu'un nous a soulevé le point qu'il n'y avait pas de raison mathématique pour ça. Maintenant, une sécurité, c'est pour ça que dans les images qu'on montre de Surya et d'Arcadia, tout est modulaire, c'est-à-dire que il n'y a pas d'élément plus grand que ce qu'on voit à l'écran. Puis ça, c'est un élément qui aurait peut-être entre 200 et 300 habitants. Alors ensuite, oui, un de ces éléments-là peut faire défaut, mais c'est juste un des éléments. Il est séparé de tous les autres. Alors, ça devient un problème de sécurité publique, de comment protéger 300 personnes et est-ce qu'il y a des façons de les évacuer ou de les amener à des endroits sécuritaires ou de réparer une fuite, quelle que soit la grandeur de la fuite, en fonction du risque. Et ça, on a un peu d'expérience en bâtiment dans l'équipe, puis on est arrivé à la conclusion que 200-300 personnes, ça semblait faisable, ça semblait un risque acceptable, mais on n'aurait pas de bâtiment vraiment plus grand que ça. On n'aurait pas 10 000 personnes. On ne voit pas comment évacuer 10 000 personnes. Mais 300 personnes, ça s'évacue en 10 minutes. Puis en 10 minutes, un volume de 30 000 mètres cubes, malgré une différence de pression significative, ne va pas tomber à zéro. En fait, à moins qu'il y ait une rupture catastrophique, là, puis ça, c'est comme n'importe quelle catastrophe, mais une rupture attendue, prévisible, on est arrivé à la conclusion que les gens pourraient sortir. OK, donc vous avez bien pris en compte ce compromis, dimensionnement, densité et risque associé. Je vais aller un peu vite parce que bon, il y a peut-être d'autres questions. Oui, j'avais une question sur le statut de cette colonie, compte tenu des tensions actuelles que nous vivons, malheureusement. Bon, j'imagine que sur ces bases martiennes, on aura quand même plusieurs pays représentés, n'est-ce pas? Donc, est-ce que l'ONU, je crois que l'ONU y réfléchit actuellement pour proposer de nouvelles bases
une nouvelle approche notamment pour la Lune, permettre, je dirais, de pouvoir l'unir sans trop de difficultés et que les gens se respectent et que les nations qui sont en conflit sur la Terre puissent s'accepter, n'est-ce pas, sur la Lune et sur Mars. C'est une question intéressante et on l'a esquivé. D'accord, OK. À l'origine, on a regardé la possibilité d'une colonie conjointe américano-chinoise et c'était trop compliqué. Et sincèrement, c'était énormément de travail pour créer une fiction qui n'amenait pas énormément plus. On s'est plus amusé dans la structure et dans la construction de la ville. Au niveau donc de la propriété, c'est clair qu'on a planifié qu'il y aurait une propriété, il pourrait y avoir une propriété au niveau des ressources. Alors, il y a une propriété privée à l'intérieur de ce qu'on projette et il y a des revenus, il y a une compétition, il y a toutes les... D'accord. Alors, au niveau de l'intervention de l'ONU, sincèrement, on ne pense pas que l'ONU va être capable de suivre. Les deux dernières questions, donc, concernant l'aspect sociétal. Est-ce que vous l'avez pris en compte dans la conception des habitats et comment on gère, malheureusement, enfin, il faut y penser, hein, les décès sur Mars. Est-ce que vous avez déjà prévu oui, on s'est posé la question. Et on s'est rendu compte que les humains sont une toute petite partie de la biomasse. D'accord. Un être humain, c'est 100 kilos. Bon. La biomasse qui concerne cet humain, à chaque année, c'est 2000 kilos, c'est 2 tonnes. D'accord. Sur sa vie, c'est bon, espérons qu'il vit 100 ans, c'est facile à calculer. C'est littéralement 2 tonnes fois 100 ans, ça fait 200 tonnes. Donc, 100 kilos, 200 tonnes. Okay. On ne voit pas ça comme le problème qu'on pourrait imaginer de qu'est-ce qu'on fait avec les corps. C'est une toute petite partie de toute la biomasse qui doit absolument être développée. Puis ça, c'est uniquement pour les humains. Si on veut développer un écosystème un peu indépendant, ça va tripler, quadrupler, puis quintupler la biomasse. Alors, je ne vois pas la nécessité, on n'avait pas prévu la nécessité de faire des rites particuliers. Les équipes, oui, il y en a qui ont beaucoup investi dans cette logique-là, mais nous, on voyait ça comme un petit élément. Merci Michel, merci beaucoup et félicitations pour cette présentation et je laisse la parole à d'autres personnes pour les questions. Oui Michel, moi j'aurais des questions sur le modèle économique sous-jacent. Oui. Est-ce qu'il y a effectivement des hypothèses sous-jacentes qui ont été développées qui aboutissent aux chiffres qui ont été indiqués sur le PNB? C'est la première question. Deuxième question, quels sont les échanges en fait entre Surya, entre Arcadia et puis entre la Terre et la Lune, j'ai compris. Quels sont les produits, services, échanges ou immatériels, comme des brevets, la propriété intellectuelle, qu'on peut échanger entre ces diverses entités? Il y a un modèle économique, ce n'est pas mon domaine de spécialité, ce n'est pas moi qui l'ai monté. Ils ont travaillé très fort pour essayer de m'expliquer comment tout ça fonctionnait et ma compréhension est très moyenne, je l'avoue humblement. Alors, oui, il y a eu une modélisation de fait et si on va vers les pages qui la résument, dans les pages plus tardives, je m'excuse de faire défiler à cette vitesse-là. Ça, c'est plus... enfin, je vais envoyer un lien vers le site ensuite où on a les chiffriers, puis les tableaux, puis des choses plus faciles à lire. Mais donc, voilà. Donc, oui, il y avait un modèle, il y avait des coûts de construction pour les vaisseaux sous pression, la finition. Il y avait beaucoup d'emphase mise sur la spéculation foncière. Enfin, le modèle de Monaco a été évoqué.
c'est-à-dire des prix terrain qui sont au-delà du compréhensible. C'est sûr qu'on voyait une valeur, maintenant c'est peut-être un paradoxe, là, d'être prêt à croire que les gens seraient intéressés à aller vivre sur Mars. Mais c'est une des hypothèses qui sous-tend l'économie, c'est qu'il y a un grand intérêt à aller vivre sur Mars et les gens sont prêts à investir des quantités significatives d'argent pour acheter, pour créer des éléments sur Terre. Donc, il y a une notion de brevet aussi, je pense, qui devrait être à l'écran présentement. Il y a un brevet, on a spéculé un brevet de développement d'acier. En fait, sur Mars, ils vont avoir besoin de développer un acier qui n'utilise pas de charbon. C'est extrêmement rare actuellement. Il y a juste les Norvégiens, à ma connaissance, qui ont un petit peu de développement là-dedans, de l'acier fabriqué à partir d'hydrogène. Alors, on a imaginé une série de brevets qui traitaient du raffinement de l'acier à partir de l'hydrogène et à partir d'énergie propre. Donc, il évitait complètement toute la partie carbone du cycle. Et donc, c'était un revenu significatif, là. Et il y a aussi des étudiants qui viendraient, des formations particulières. Évidemment, il va y avoir inévitablement des développements au niveau des écosystèmes puis de la gestion là, des écosystèmes. Et ces créations-là vont amener des revenus de brevet. Encore une fois, c'est un exemple très, très, très spécifique, là. Mais quand j'étais en Israël, il y avait un kibbutz qui avait développé, il y avait un des membres du kibbutz qui avait développé la petite tête d'arrosoir qui fait tic, 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 puis qui a maintenant dans tous les champs de la planète. Bien, essentiellement, il n'y avait personne sur le kibbutz qui avait besoin de travailler. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, c'était une rumeur qui circulait là, à travers les branches. Mais c'est une illustration là, de, bon, une bonne invention, ça peut ramener quand même pas mal d'argent. Il y avait des services spatiaux, donc on voit quand même une bonne somme d'argent là, pour livrer du carbone. Il n'y a pas de carbone sur la Lune. La Lune, c'est vraiment un endroit désolé. C'est proche, mais à part de ça. Là. Donc, les habitants de la Lune recevaient du carbone et de l'eau de Mars. En fait, plus des astéroïdes autour de Mars, mais des deux lunes de Mars que de Mars comme tel. Mais dans un esprit purement de delta V, si j'ose dire, c'est plus intéressant de Mars que de la Terre. Puis, tout ça est dans un service. Mars est aussi un certain service de frontière vers les astéroïdes, dans une logique, j'avoue, fondamentalement optimiste, que l'ensemble du système solaire est en train de se développer et qu'il y a eu suffisamment d'intérêt économique pour développer tout ça. Une fois que les gens sont là, c'est pas un problème. C'est sûr qu'amener des gens sur Mars, c'est peut-être l'item le plus difficile. Je le dis souvent, moi, j'ai travaillé longtemps dans le monde minier au Canada. Puis au Canada, on ne développe plus de mines nordiques. Dans les années 50, dans les années 40, on trouvait une mine, on faisait une ville parce qu'il n'y avait pas d'automatisation. La même chose en Australie. Maintenant, il n'y en a plus de nouvelles villes, il n'y a plus de nouveaux développements de ce genre. C'est fly-in, fly-out. Non, fly-in, fly-out sur Mars, on ne voit pas ça. Là. Donc, il y a certainement ce qui sous-tend tout ça, c'est un certain enthousiasme vers une certaine, je ne dirais pas jusqu'à la foi, là, mais un certain esprit de pionnier et d'une envie d'aller faire autre chose. Je pense que c'est possible que dans les prochains siècles, il y a des gens qui se sentent un peu confinés sur la Terre. Et s'il y a un moyen d'aller voir ailleurs, ça pourrait l'attirer. Puis si ça nature 1 sur 8000, ça va amener 1 million de personnes sur Mars. Michel, merci beaucoup pour cette très intéressante présentation, très complète et puis avec des très belles réponses aux questions. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. C'est que je vais me permettre d'envoyer un lien parce que j'ai mis tout ça sur un site.
donc où c'est un peu plus organisé. Alors, si les gens qui sont intéressés à revoir des éléments pourront voir sur le site. Volontiers. Tu nous l'envoies sur le chat, c'est ça? Là, je ne suis pas équipé. Comme je disais, je suis dans le bureau d'un copain. OK, parfait. Peut-être demain. On rediffusera, pas de souci, merci, tu peux m'envoyer. D'accord. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Et Michel, ce n'est pas encore la soirée pour toi, mais... Ah non, moi c'est la fin d'après-midi. Merci énormément. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci. Merci.